Aujourd'hui, nous recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 Nathalie Kwasi-Akon, experte en finances inclusives et développement économique et directrice mondiale du genre, de l'inclusion économique à la Société financière internationale, la SFI. Nathalie est une leader reconnue pour son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et la transformation économique du continent. Elle partage avec nous son parcours, ses défis et sa vision pour une Afrique plus inclusive et durable. Nathalie Kwasi-Akon est une dirigeante ivoirienne experte en finances inclusives et développement économique. Elle est actuellement directrice mondiale du genre et de l'inclusion économique à la Société financière internationale, la SFI. Avec une expérience en banque commerciale, Citibank, Standard Chartered, elle a dirigé des programmes majeurs à la Fondation Mastercard et occupé un poste de direction chez Equator Capital Partners, fonds d'investissement axé sur l'inclusion financière. Diplômée de l'ESCP Business School et de l'Université Félix Houphouët-Boigny, elle siège à plusieurs conseils d'administration et figure parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique engagées dans la transformation économique inclusive du continent. Bonjour Nathalie. Bonjour Aïssata. Un plaisir de te recevoir sur notre plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. Voilà. Et puis, c'est vrai que je t'ai cherché pendant longtemps. C'est vrai qu'on en a parlé pendant longtemps et je suis contente qu'on puisse le faire. Voilà. Et tu es là de Washington, puisque tu es basée à Washington maintenant, tu travailles à la SFI. Mais bon, on va parler de tout ça tout de suite. Alors, Nathalie, à 5 ans, 7 ans, quel était ton rêve? Est-ce que tu voulais, à cet âge-là, devenir ce que tu es aujourd'hui? Quelles étaient tes aspirations? Alors, pas du tout. À 5 ans, je voulais être danseuse. Pendant ok. longtemps. J'ai voulu être danseuse jusqu'à l'âge de 15 ans d'ailleurs. Tu dansais? Je dansais. Tu prenais des cours? Je faisais 4 heures de danse par semaine, pratiquement tous les jours. Ah ouais. La danse classique, la danse moderne, etc. Il ne reste pas grand-chose d'ailleurs, donc je continue à danser devant mon miroir. Oui, oui. Et, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un père qui était extrêmement sévère. Et donc, quand je suis arrivée en terminale et qu'il fallait choisir ce qu'on voulait faire, je cherchais une formation qui n'existait pas en Côte d'Ivoire parce que je voulais être sûre de pouvoir échapper un peu à l'emprise paternelle. J'avais une mère qui était, j'ai une mère, pardon, qui était professeure de physique, et donc très scientifique. Ouais. Et qui m'a dit, écoute Nathalie, ce serait bien que tu fasses des études scientifiques. Et donc je me suis dit, études scientifiques qui n'existent pas en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et donc j'ai dit à mes parents que je voulais être vétérinaire. Alors je suis loin de ce que... Je suis loin de tu es vraiment loin. Ouais. Tu es vraiment loin des vaches et des veaux et des cochons. Exactement. Donc pour te dire... ouais. Mais ils ont accepté? Ils ont accepté, donc j'ai commencé mes études supérieures en faisant une classe prépa veto, on appelait ça à l'époque. C'est vrai? Où ça? Ici? En France. En France. En France, j'ai commencé ma prépa en France, à Lyon. Et première dissécation de souris, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment trompée de... Et donc, j'ai terminé mon année scolaire péniblement. Et puis, quand je suis rentrée pendant les vacances, mon père m'a dit, écoute Nathalie, je crois que tu t'es trompée de vocation parce que mes résultats scolaires n'étaient pas forcément à la hauteur de la demande. Alors, il faut savoir que les écoles en France, pour entrer en école de vétérinaire, c'est un concours, c'est très sélectif, etc. Donc, c'est des classes prépa très intenses de maths et de biologie. Et donc, j'ai eu une conversation avec eux et j'ai décidé donc de bifurquer et de faire des études dans le domaine de l'économie et de la finance. Et donc, j'ai commencé par une maîtrise. Alors, mon père a sauté sous l'occasion pour me dire, bon, ben donc, tu vas rester un peu avec nous à Abidjan le temps que tu te décides. Et donc, j'ai commencé avec une maîtrise de sciences techniques, comptables et financières.
avant de rentrer donc à l'ESCP à Paris, où j'ai fait un master en stratégie. Donc, formation comptable, stratégie, mais on voit qu'on est très loin de la danse et des études de vétérinaire. Mais écoute, la vie n'est pas terminée. Hein. Tu es peut-être. On te trouvera un jour en train de faire un spectacle. Qui sait. Mais tu danses toujours aussi bien? Non. Okay. Je danse beaucoup dans ma salle de bain toute seule, mais mes enfants me disent qu'il y a des progrès à faire. Je crois que c'est là, c'est bon. Reste dans la finance. Tu t'es démarqué dans la finance. Je crois que là, la finance, c'est bon pour toi. Alors, dis-nous un peu. Parlons maintenant sérieusement. Hein. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la finance inclusive et pourquoi c'est tellement important pour le développement de l'Afrique? Alors, moi, je suis arrivée à la finance inclusive progressivement au cours de ma carrière. J'ai commencé dans la finance la plus capitalistique qui puisse exister. À la sortie de l'école, j'ai commencé en salle de marché à Paris. Et très vite, je me suis rendu compte que dans ce métier-là, ce qu'on faisait, c'était enrichir une infime partie de la population, enrichir les plus riches, donc tout ce qui était capitalisation boursière, etc. Et progressivement, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai été exposée aux populations qui étaient les plus exclues des milieux financiers. À la fin de ma carrière bancaire, je dirigeais un portefeuille qu'on appelle portefeuille des organismes de développement. Et à l'intérieur de ce portefeuille, on avait des sociétés de microfinance. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il était possible de bancariser des gens qui avaient besoin de prêts de moins de 100 000 francs CFA. Et ils étaient capables de rembourser. Et on était capable de mettre en place des systèmes financiers qui fonctionnaient autour de cela. Et je pense que la microfinance a été un peu le début de la finance inclusive. Et pourquoi la finance inclusive est arrivée? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que dans des pays comme les nôtres, qui sont des pays en voie de développement, la majorité de la population n'est pas celle qui peut avoir accès à un banque bancaire, peut emprunter plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Et donc, il est important de pouvoir bancariser ces masses-là, ne serait-ce que même pour un modèle économique qui tient. Les banquiers, ils sont allés avec beaucoup de doutes, mais ils se sont rendus compte très tôt que c'était des clients qui avaient la capacité de rembourser. Donc la finance inclusive, c'est ça en fait. C'est aller toucher les populations les plus exclues aujourd'hui, malheureusement en grande partie les femmes, les jeunes, les populations rurales, et leur permettre d'avoir un compte bancaire, leur permettre de participer dans un système financier. Mais j'aime bien, il y a inclusive aussi, c'est un nouveau mot aussi. C'est quelque chose qui est sorti, j'ai envie de dire, il y a peut-être 5 ans en fait. On n'utilisait pas ce terme avant. C'est vrai. Donc, et le phénomène aussi, où on veut vraiment inclure tout le monde, où on se rend compte, et je pense que parce qu'on se rend compte aussi que c'est une manne financière. Bien sûr. Il y a un intérêt économique aussi. Absolument. Voilà, donc il y a un intérêt économique, c'est une manne financière. Ce sont des gens, c'est vrai, qui sont sur les franges, enfin sur les marges plutôt, pardon, de la société. Mais il faut les ramener. Mais est-ce que, par exemple, parce que tu disais les populations rurales, est-ce qu'on réussit à le faire réellement? Alors, les populations rurales, je pense qu'aujourd'hui, quand je dis ça, mes amis banquiers ne sont pas très, très heureux, mais je trouve qu'en termes d'inclusion financière, si on regarde ne serait-ce que les 15 dernières années, les plus grands progrès ont été accomplis pas à l'intérieur du système bancaire, mais à l'extérieur du système bancaire. Oui, les fintech, le mobile money. Je regardais, là, je suis arrivée à Abidjan, et je regardais le phénomène Jamo, Wave. Oui, bien sûr. Tous ces phénomènes-là, ce sont des éléments de bancarisation. Malheureusement, ce ne sont pas les éléments de bancarisation les moins chers. Les taux d'intérêt, les marges restent encore très élevés. Tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on arrive à toucher aujourd'hui les populations rurales, les populations, parce que malheureusement, les banques ne vont pas dans ces zones-là. Je comprends, ça coûte cher. Ouvrir une agence bancaire et pouvoir la rentabiliser en zone rurale, c'est quelque chose de très cher. Mais aujourd'hui, l'avènement du digital,
permet de contourner cela et de bancariser de plus en plus. Donc, on voit de plus en plus de créativité et de modèles dans ce domaine-là. Mais est-ce que tu penses que c'est le modèle traditionnel de la banque qui marche mieux que ce modèle alternatif qui est celui des mobile money? Alors, pour moi, il y a eu beaucoup plus de créativité et d'innovation qui marchent dans les modèles alternatifs. J'aime dire qu'en fait, quand on dessine des modèles financiers qui sont les plus proches possibles de la façon dont on transacte de manière naturelle, alors on arrive à plus d'inclusion financière. Je donne un autre exemple qui, pour moi, est assez révélateur. À travers l'Afrique, on a les tontines. Oui, tout à fait. On a les tontines au Ghana, je ne sais plus comment on appelle ça, les soussous au Ghana, on appelle ça les chamas au Kenya. Et aujourd'hui, quand on regarde les plus grosses banques de microfinance qui sont devenues aujourd'hui banques commerciales comme Equity Bank, elles ont commencé sur des modèles de tontines. Parce que justement, elles sont le plus proches de la manière dont on transacte de manière traditionnelle dans notre communauté. Donc, tous les modèles communautaires, pour moi, sont des modèles qui sont plus porteurs d'inclusion financière. Malheureusement, et mes amis banquiers ne vont pas aimer ça, mais les banques n'ont pas beaucoup évolué. Les banques n'ont pas évolué du tout. Les banques n'ont pas beaucoup évolué. C'est triste à dire. Et moi, j'avoue, par exemple, que j'ai mon compte bancaire et tout, mais de plus en plus, je me retrouve à utiliser le mobile money parce que c'est ce que tout le monde utilise. Bien sûr. Donc, quand tu veux payer des prestataires, tu as plus tendance à faire un transfert sur un mobile que d'aller faire un transfert bancaire. Parce que c'est moins facile. De un, c'est moins facile. Comme tu as dit, c'est plus accessible moi et à la personne qui reçoit. Bien sûr. Donc, il y a un réel problème. Il y a un problème. Il n'y a pas eu d'évolution assez rapide. Ce matin, j'étais à la banque pour faire un transfert sur l'étranger. Donc, je vais dans une agence qui n'est pas mon agence de domiciliation et je demande un bordereau pour faire le transfert. On me dit non, il faut aller à votre agence. Et je dis quand même en 2025. Donc, il y a un problème. Par contre, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a un rôle pour chacun. Oui, ok. Il y a un rôle pour chacun. Voilà, parce que j'allais dire, ma prochaine question, c'est comment on réconcilie tout ça? Il y a un rôle pour chacun. Et pour moi, le modèle le plus porteur, ce serait que les banques, parce qu'il faut reconnaître que les banques ont des contraintes de coûts, de rentabilisation de leurs agences, mais aussi des contraintes de réglementation bancaire, qui ne leur permettent pas d'être aussi agiles que ces fintech et autres microfinances. Par contre, de l'autre côté, les fintech et les microfinances ont un gros problème de liquidité. Elles ont aujourd'hui accès de plus en plus à des dépôts, mais pas suffisamment pour mettre en place des prêts à des coûts raisonnables. Leur coût de ressources reste extrêmement élevé. Et pour moi, le partenariat gagnant serait que ces banques prêtent aux microfinances. C'est un métier que j'ai fait pendant un petit moment. Et je pense que c'est un axe de développement c'est une des solutions. D'accord. Maintenant, dis-nous un peu justement, parce qu'on parlait de prêts et d'entrepreneuriat. C'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je ne suis pas convaincue que tout le monde a vocation à devenir entrepreneur, mais comme on pousse tout le monde à devenir entrepreneur, restons dans ce modèle. Comment accéder au financement? Surtout pour les femmes, bien sûr. Pour les femmes, c'est toujours plus difficile. Mais comment vraiment accéder? On entend beaucoup de choses. Il y a un brouhaha, voilà, comment? Alors, moi, je peux revenir sur le point que tu as relevé. Tout le monde veut devenir entrepreneur et je trouve que c'est un réel problème. J'ai des enfants qui ont fait des études et on entend presque dire qu'à la fin des études, il faut se lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. Le modèle par lequel nous, on est passé, d'abord, moi, je n'aurais jamais pu être une entrepreneur, mais j'ai beaucoup d'admiration pour celles qui le sont, parce que je sais que je n'ai pas toutes les qualités qu'il faut pour l'être. Mais aujourd'hui, le modèle de dire il faut aller apprendre dans une entreprise avant de mettre en place la sienne, les jeunes n'y croient pas. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc c'est une voie qui semble plus naturelle, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de se demander est-ce qu'on a les capacités d'un entrepreneur? Parce que contrairement à ce qu'on croit, après la bonne idée qui jaillit, ce qui fait la différence entre l'entrepreneur qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est la capacité à rester
sur le long terme, la résilience. C'est ça. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui sont les plus résilients souvent. Alors maintenant, pour revenir à la question du financement et plus particulièrement le financement des femmes entrepreneurs. Je me souviens avoir lu un article qui, pour moi, il y a quelques années, est le meilleur article qui a été écrit sur le sujet. Ça s'appelait Triple Dissonance. Et cet article disait qu'en fait, l'une des réelles causes de la difficulté pour les femmes à avoir l'entrepreneur est liée à 3 choses. 3 effets qui, cumulés, rendent l'accès au financement des femmes presque impossible. Le premier, c'est la femme elle-même. La femme elle-même en ce sens que le pipeline le nombre de femmes qui sont entrepreneurs n'est pas élevé. Mais ça, il faut repartir à la base. Il y a moins de filles qui ont accès à l'éducation. Quoique aujourd'hui, dans la plupart des pays, on arrive à une parité, mais il y a encore un décalage. Il y a un décalage. Et même quand on arrive à une parité, on emporte beaucoup sur le chemin. Le problème de jeunes filles mères reste un gros problème dans nos pays. Tout à fait. Donc, moins de filles éduquées, plus qui abandonnent, très peu qui arrivent au secondaire, encore moins qui arrivent au supérieur. Et donc, du fait d'entrepreneurs éduqués, donc qui sont les entrepreneurs qui ont souvent la capacité à être les plus nombreux, on a moins en termes de pipeline. Deuxièmement, on a les barrières que les femmes s'imposent elles-mêmes. Souvent, et c'est marrant parce que moi, j'ai des filles et j'étais toujours au conseil de classe et j'aimais faire les journées carrière. Et j'étais étonnée, la dernière journée carrière que j'ai faite, ça devait être il n'y a pas si longtemps, en 2020, 2021, j'entendais encore des jeunes filles qui me disaient, pourtant dans un milieu assez élitiste, etc., moi j'ai envie de faire des études, mais j'aimerais savoir... est-ce que je vais quand même pouvoir me marier et faire des enfants? Donc, on a quand même encore cette impression que la carrière empêche de mener complètement sa vie de femme. Et ce n'est pas qu'une impression, parce que je pense que la société n'aide pas beaucoup, c'est une réalité aussi, mais tout ça fait qu'il y a des self-limitations dès le départ en termes de pipeline. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui reste énorme et que je vois et qu'on voit encore même dans mon métier à la SFI et que de ce fait-là, on travaille beaucoup avec les investisseurs dans ce sens-là, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés, de bias, unconscious bias, chez les investisseurs. On a mené une étude il y a quelques années et on s'est rendu compte que, par exemple, dans l'analyse de dossiers portés par des entrepreneurs féminins, les questions qui sont posées à l'entrepreneur sont plus autour des risques et moins des opportunités du projet. Les montants dont on parle avec cette entrepreneuse féminin sont de 20% systématiquement inférieurs au montant dont on parlera avec un entrepreneur, etc. Donc, vraiment, il y a un travail. Et ce n'est pas seulement des investisseurs mâles, ça se fait aussi avec des investisseurs femelles, mais donc des fonds d'investissement, des banquiers, etc. Donc, il y a énormément de travail à faire, autant de unconscious bias, je n'arrive pas à trouver le mot en français. Pour nous, c'est un deuxième frein en termes d'accès au financement. Le troisième frein en termes d'accès au financement, comme j'aime le dire, c'est que ça ne sert à rien de donner un prêt à une femme sans avoir adressé toutes les barrières auxquelles elle fait face. Et la plupart de ces barrières sont des barrières invisibles. Une des barrières sur lesquelles on travaille beaucoup aujourd'hui au niveau de la SFI, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut y faire attention, c'est le fardeau de care, les enfants. Les enfants. Les enfants, c'est pas seulement les enfants. Les enfants, les parents, la prise en charge, le soutien tout à fait. auquel les femmes doivent faire face. Tout à fait. C'est une réalité. Moi, je me suis retrouvée avec une mère qui était malade, des exactement, enfants en bas âge. Exactement. C'est des deux côtés, ça tire. Ça tire. Et tu sais pas... c'est fatigant, c'est épuisant. Voilà. Et ça reste le rôle de la femme, quoi qu'on dise. Oui. Donc, mettre en place des systèmes qui permettent à cette femme d'avoir accès à des supports, avoir accès dans les pays, par exemple, ce qu'on fait, c'est on travaille avec les gouvernements pour faire en sorte que dans le secteur privé, il y ait une obligation pour l'employeur de mettre en place des
des cantines ou dans les communautés, de mettre en place des crèches, ou des crèches communautaires dans les communautés, etc., où la femme entrepreneur, avant d'aller à son magasin, peut laisser son enfant, le récupérer, etc. C'est une des barrières qu'il faut regarder. Une seconde barrière qui, pendant longtemps, a été ignorée, sur laquelle on a fermé les yeux, mais qui devient une vraie réalité et qui a même un coût économique, c'est les violences de genre. Et ces violences-là sont permissibles à plusieurs endroits. Donc, il y a les violences physiques, qu'on connaît, mais il y a les violences qu'on appelle chez nous financial abuse. La femme, donc, elle, entrepreneur, elle a reçu le prêt pour monter son affaire. Elle arrive à la maison, son mari a vidé le compte. Et donc, on arrive à la conclusion que ce n'est pas une bonne entrepreneur, mais elle subit des violences, des abus, et de ce fait, elle n'a pas... et autres. Donc, ça aussi, c'est un élément auquel il faut faire attention dans le cadre de prêt. Donc, pour dire qu'une fois de plus, adresser le problème de financement uniquement sans prendre un regard plus global sur la situation particulière de la femme, ne permet pas de résoudre son problème. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Par contre, quand on arrive à le faire, les résultats sont phénoménaux. Nous avons, au niveau de la SFI, on a lancé un programme qui s'appelle She Wins Africa, qu'on a lancé aussi en Asie, qu'on a appelé She Wins Asia et qu'on a lancé dans le Moyen-Orient, pour identifier des championnes comme ça, dans ces régions-là, qu'on accompagne. Et ces championnes-là, on accompagne elles-mêmes en regardant un peu tout ce qui sont hidden barriers, mais aussi tout ce qui est capacité. Et de l'autre côté, on travaille avec des investisseurs pour les aider à vraiment être aware de tous ces unconscious bias, etc. Mais les entreprises que l'on déniche sont en termes de créativité, en termes de potentiel, parce que l'autre chose qui est quand même unique dans les entrepreneuriats féminins, c'est que souvent, ce sont des social enterprises. Les femmes mettent souvent en place des entreprises avec... Oui, elles veulent faire de l'argent, mais elles vont s'assurer que, par exemple, leurs employés sont majoritairement féminins. Ou alors, ce sont des entreprises qui règlent des problèmes d'éducation, de santé, etc. Et donc, des choses très, très, très prometteuses et qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer. Tout à fait. Et en fait, non, mais c'est très bien ce que tu dis parce que, en réalité, ce sont tous ces problèmes. Mais en conclusion, en fait, ça fait souvent que... ça crée cette impression que les femmes ne sont pas des bonnes entrepreneurs, alors que c'est tout un environnement, un écosystème qu'il faut mettre en place pour pouvoir les soutenir. Exactement. C'est pas forcément évident. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore bien en Afrique. On ne le fait pas parce qu'on le regarde comme un coût. C'est ça. On le regarde comme un effort, comme un coût, au lieu de le regarder comme un investissement. La réalité, c'est que les femmes représentent 50% de la population, Issata. Donc, comme disait le ministre des Finances nigérien, et j'aime bien le citer, il dit « Vouloir développer l'économie d'un pays avec la population masculine uniquement, c'est comme vouloir conduire un avion qui a 2 engins, mais ne le faire qu'avec un seul engin. Tu vas y arriver, mais 3 fois moins vite. Et puis surtout, Dean, parle-nous, parce que tu es dans un environnement aussi qui est quand même assez, j'ai envie de dire, assez international, où, bon, je pense qu'aujourd'hui, on fait vraiment l'effort de promouvoir les femmes, mais ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Tu as travaillé dans des banques. Comment tu as fait pour arriver à des postes de responsabilité? Tu as travaillé beaucoup plus dur. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Est-ce que c'est évident? Alors, tu sais, déjà, je vais te dire, ça fait quoi maintenant? Presque 30 ans que je travaille. Je trouve que les problèmes que rencontrent les femmes dans le milieu professionnel restent largement les mêmes. Les choses ont très peu évolué. Il n'y a pas d'évolution. Dernièrement, on me demandait, mais what keeps you up at night? Les progrès sont très, très lents. Et plus on évolue, moins il y a de femmes, et plus les problèmes sont là. Par contre, j'ai commencé ma carrière dans la salle de marché. Salle de marché, on était à Paris, c'est une salle de marché d'à peu près 200 personnes. Il y avait peut-être
10 femmes et on était 2 noirs. Donc, pour te dire, déjà, c'était un milieu très, très masculin dès le départ. Je pense que ça m'a formée. Mais je me suis rendu compte que, en même temps, les femmes ont des aptitudes et on est différents. Hommes et femmes, on est différents. Et comment on appelle ça, des aptitudes qui sont presque naturelles. Les femmes sont plus collaboratrices. À chaque fois, on est dans un esprit d'équipe. Oui. Les femmes écoutent plus, sont moins dans la compétition souvent, donc on écoute plus. Et souvent, ce sont des choses qu'on oublie ou qu'on essaye de presque de cacher parce qu'on se dit qu'il faut être compétitif. Alors que je trouve qu'au contraire, ce sont des choses qui nous permettent d'avancer plus vite. Ouais, quand on sait vraiment taper sur cette différence qu'on a, on se retrouve souvent à être appelé à jouer le médiateur dans des situations. On nous demande souvent, on a souvent l'impression qu'on est plus juste. Et donc, dans ce cas, on nous demande souvent notre avis. On est plus à l'écoute, etc. Donc, pour moi, ça a été des choses dont je me suis rendu compte assez tôt dans ma carrière. La deuxième chose, c'est que une chose que j'ai observée chez mes collègues masculins et qu'un de mes mentors, quand tu dis une personne qui a transformé ta carrière, moi c'est ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui a été mon patron en début de carrière, 3 ans après que je sois rentrée et qui m'a donné la chance d'évoluer rapidement en prenant un pari sur moi. Et il m'a dit, écoute Nathalie, à chaque fois que tu vas te trouver dans une situation où on te propose une responsabilité, et que tu as cette peur que dans le ventre là, qui te noue, alors c'est là qu'il faut aller. Et j'ai rencontré tellement de jeunes filles talentueuses dans ma carrière, avec lesquelles j'ai travaillé, qui à ce moment-là m'ont dit « Non, je ne peux pas, Nathalie. » Alors que c'est là qu'il faut y aller. Et les hommes savent faire ça. Nous, on a même du quand mal. Ils n'ont pas les capacités. Même quand ils n'ont pas. Ils lèvent la main. Mais nous, on n'a pas. On a toujours cette crainte de ne pas réussir, exactement, de ne pas bien faire. Exactement. Est-ce que je pourrais gérer la maison aussi? Exactement. Il y a trop de choses qui tournent en fait dans la tête. Je pense que la troisième chose, c'est que à un moment, il faut accepter que même si ce n'est pas parfait, c'est OK. Oui, c'est ça. Mais pour les femmes, c'est difficile. C'est très dur. Mais on y arrive très tard. Je te dis ça aujourd'hui. À 25 ans, je ne réfléchissais pas comme ça. Mais tu sais, le jour où je me suis dit, Aïssata, it's OK, c'est que j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles. Et mes filles sont grandes maintenant. Et on avait une discussion et je leur disais vraiment, je n'ai qu'un regret, c'est le nombre de spectacles de danse, tout ça que j'ai manqué. Et elles m'ont regardée, elles m'ont dit, mais maman, tu ne te rends pas compte, toi. Tu ne te rends pas compte que nous, c'est ça qui nous a inspirés. C'est ta carrière de te voir aller travailler, de te voir ça. C'est ça qui nous a inspirés à faire, à être plus indépendante, à faire ce qu'on fait, etc. Et honnêtement, le fait que tu t'es absente, on s'en souvient très peu. Donc, mais j'ai passé toute ma carrière avec cette guilt-là de me dire, je fais rien, cette culpabilité de me dire, je fais rien. Je fais rien, j'ai pas le temps d'aller je fais tout à moitié, etc. Mais finalement, it's OK. Et quand tu te rends compte que finalement, professionnellement, tu as réussi aussi à évoluer, ça veut dire que aussi professionnellement, tu as réussi aussi quand même à accomplir certaines choses. Mais on le dit souvent, on ne peut pas tout faire et tout avoir en même temps. C'est pas possible. Alors là, je me dis qu'on devrait. Mais pas au même moment. Pas au même moment. Pas au même moment. Pas au même moment. Mais ce ne sera pas au même moment. Tout ne sera pas parfait à un moment donné. C'est au fur et à mesure, ça s'équilibre. Tout à fait. Je dis toujours, je pense qu'il y a 2 négociations à faire. La négociation avec le patron et la négociation avec le mari. Je dis toujours ça. Il faut arriver à faire les bonnes négociations. Des personnes les plus importantes de ta vie. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça. Tout est négociation après. Mais aussi, c'est de savoir très tôt dans sa vie ce qui te rend vraiment heureuse. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Mais ça, il faut le savoir tôt.
Les gens ne le savent pas tout. Malheureusement, on se connaît trop tard. On se connaît tard. Mais c'est ça la beauté de la vie en même temps. C'est un cheminement. Oui, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Mais pour moi, à la fin de la journée, it's okay. Oui, mais maintenant, it's okay. Maintenant, it's okay. Back then, it wasn't okay. Bon, je parle en français. Je veux dire que maintenant, on réalise que certaines choses ne sont pas aussi importantes que ça. Quand il y a une erreur quelque part. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est vrai qu'on aurait préféré que ce soit mieux fait. Et bon, on s'améliore aussi. On apprend. On apprend. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut en tirer. C'est que ce ne sont pas forcément des échecs. Exactement. Ce sont plus des leçons. D'apprentissage et de comment s'améliorer. Et puis aussi d'accepter qu'on n'est pas... Et j'ai une amie qui disait ça, je lisais sur son compte la dernière fois, son compte, elle avait écrit « Pourquoi on veut être parfaite ?» Bien sûr. On n'est pas parfaite en fait. Donc, pourquoi on aspire à la perfection? Pourquoi on veut toujours montrer que... Parce que nos mères nous ont élevés comme ça. Oui, c'est vrai, nos mères nous ont élevés comme ça et c'est ce que la société attend de nous aussi. Exactement. La société attend qu'on se marie, qu'on soit une parfaite épouse, qu'on ait des enfants, qu'on soit une parfaite mère, et que si on veut avoir une carrière, qu'on soit une parfaite employée. Absolument. Mais qui est parfait à la fin de la société est très ingrate, malheureusement. Et la société est très ingrate. Parce que malgré tout ça, la société ne se souviendra que des mauvaises choses. Des échecs. Le moment où tu as raté, mais pas de ces beaux enfants que tu as élevés. Ça, on ne va pas voir. On va se rappeler la fois où elle a raté un gros deal. Exactement. Et c'est tout ce qui va rester. Malheureusement, tu as raison. Et c'est bien dommage. Alors... moi, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que les jeunes femmes qui veulent, qui sont jeunes, enfin, voilà, qui sont en train de commencer leur carrière, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Alors, la chose que je dis, j'ai souvent des jeunes filles qui me disent « Oui, j'ai besoin de conseils de carrière, etc. » Je leur dis toujours « Projette-toi, pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, projette-toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux être? Où tu veux vivre? Avec qui tu veux être? Est-ce que tu veux être mère? Est-ce que tu ne veux pas? Etc. Et à partir de là, travaillons backward. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont les talents qui te viennent naturellement? Est-ce que tu es plus littéraire que scientifique? Est-ce qu'il y a des métiers qui te plaisent? L'autre chose aussi que je leur dis, fais attention, les études ne définissent pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui encore moins. Parce qu'aujourd'hui, je discutais avec un économiste de la Banque mondiale qui me disait qu'on peut projeter qu'à peu près entre 50 et 60% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître demain. Ah oui, c'est ça. Et des nouveaux vont se créer. C'est ça. Donc, c'est une génération qui vit dans une incertitude quand même assez grande. Ça crée un niveau d'anxiété qui est quand même assez grande pour cette génération. Mais quand tu y penses, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? C'est le caractère. C'est le leadership, l'empathie, l'habilité à lead les autres, à convaincre. C'est tous les personal skills, en fait. Les soft skills. Les soft skills. C'est ça. Et c'est sur ça qu'il faut investir. Malheureusement, aujourd'hui... On n'investit pas sur ça. Les jeunes se parlent par texto. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de conversation. Les social skills sont en train de disparaître. Ils n'ont plus de conversation. Je ne sais pas si tu as observé des jeunes assis autour d'une table ou dans une fête, ils ne se parlent pas. Mais tu es obligé de prendre les téléphones. Exactement. Pour qu'ils commencent à interagir. Et là, ils interagissent très peu. Ils ne savent plus se disputer, par exemple, les jeunes. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ils ne savent plus. Nous, on se disputait. Ils ne savent plus, comme ça, échanger sur un sujet, leurs désaccords, etc. Pourtant, c'est ça qui va rester. C'est ça qui devient le plus important dans le monde de demain. Mais tu as parlé de quelque chose de très important. On parle souvent de l'intelligence artificielle aujourd'hui, des métiers de demain. Comment se préparer pour ces métiers de demain? Je pense que, donc on a parlé des social skills. Je pense que la deuxième chose, c'est la créativité. Je pense que si on a un esprit créatif, il faut y aller jusqu'au bout. Si on est artiste, il faut vraiment explorer son talent jusqu'au bout. Si on est sportif, il faut explorer son talent. C'est des choses que nos parents nous disaient. Aujourd'hui, c'est ça qui va faire la différence de demain, je pense. La troisième chose, c'est que les jeunes ont souvent tendance à choisir leurs études, et c'est vrai, c'est la seule chose qu'ils ont, en fonction des matières qu'ils aiment. J'aime les maths, je vais faire des sciences. Aujourd'hui, il faut se dire que tout métier, il y aura plusieurs moyens d'arriver au bout.
Oui. Et puis surtout que tous les métiers vont devenir... Il y a des choses qui vont être transversales dans tous les métiers. Exactement. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Exactement. Donc, comme le digital, par exemple, que tu vas retrouver, que ce soit chez les médecins, chez les avocats, chez les banquiers. Il faudra avoir ces notions-là. Ouais. Donc, et le digital va devenir le langage de demain, est déjà le langage. Oui, déjà. Donc, le coding... Maintenant, je pense que bientôt, le coding va être inséré à l'école primaire, dans les écoles primaires, parce que ça va devenir leur langage de demain. Donc, il faut aller vers ces métiers. Ouais. Il faut se former dans ce sens-là. Moi, je dis go digital or die. Oh, yeah, absolutely. Absolutely. Si tu ne te digitalises pas, tu es mort. Tu es mort. Mais nos enfants le font naturellement. Les enfants le font naturellement, mais il y a quand même encore... On a encore cette génération, et je pense que nous, on est encore, on fait un peu partie de cette génération qui combat, enfin, on combat pas, on combat plus. Non, il faut plus. Mais on est toujours un peu à la traîne. Ah ouais. On a du mal à vraiment rester dans le game. Je dis que ChatGPT est devenu mon meilleur ami. Ah oui, non, moi aussi. Pendant longtemps, qu'est-ce que c'est ça? J'étais très méfiante. Oui. Mais le jour où j'ai commencé à utiliser, je me suis dit... Mais... Je pense qu'on arrive au terme de notre interview parce que tu as vraiment... fait le tour. J'ai aimé ce que tu as dit, surtout par rapport au fait que les femmes entrepreneurs ont plus de difficultés. Et je veux que ce soit vraiment clair pour qu'il y ait un changement de mentalité. Pour que les gens se disent, c'est pas que les femmes entrepreneurs ne peuvent pas, c'est juste que l'environnement, c'est l'environnement qui qui ne permet pas aux femmes d'être aussi efficaces que les hommes. Parce que notre environnement est plus... il y a plus de défis pour les femmes. Il y a beaucoup plus de défis que pour les hommes. Et donc, il faut que ce soit clair. Et une fois qu'on garde ça en tête, je pense que ça nous permet de mieux anticiper les problèmes et de regarder de manière différente aussi. Tout à fait. Voilà. Mais ne pas les exclure et ne pas leur donner leur chance aussi. En tout cas, je vois, et on le voit de plus en plus avec nos clients à la SFI, surtout dans le domaine financier. Les banques commencent à créer maintenant des guichets pour les femmes, des produits pour les femmes. Oui. On émettent même des gender bonds pour mobiliser de la liquidité pour le projet. Donc, je crois que de plus en plus, on réalise que c'est un segment porteur et profitable. Et je pense que les difficultés, comment on appelle ça, les perspectives économiques qui ne sont pas très, très réjouissantes, oblige tout le monde à se dire, mais quelles sont les nouvelles sources de revenus, quelles nouvelles sources de revenus on peut identifier. Et aujourd'hui, les femmes restent encore une grosse source inexploitée. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de progrès dans ce sens-là. En tout cas, je veux rester optimiste, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite. Il faut que ça aille. Mais je pense aussi, moi, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me dérange aussi. J'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un, parce on fait un peu de formation avec Afrique-Femme, et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais il faut aussi prendre des femmes qui ne sont pas alphabétisées. J'ai dit, mais il faut qu'elles alphabétisent. C'est-à-dire que le système est déjà existant. On ne va pas créer un système alternatif. Bien sûr. Mais là, j'ai l'impression aussi que c'est ce qu'on fait un peu aussi avec... Parce qu'il y a le système bancaire et puis il y a tout le reste. Parce que nous, ça nous met un peu par rapport aux pays qui ne sont pas... qui n'utilisent pas le mobile money. Par exemple, je donne un exemple. Le Nigeria, par exemple, où tout le monde est bancarisé. Pratiquement 100% de la population est bancarisée au Nigeria. Et c'est comme ça. Et les gens utilisent beaucoup moins le mobile money. Comment, justement, maintenant, ça nous pose des challenges parce qu'on n'arrive pas à transacter avec ces pays-là, parce que nous, on est encore sur le mobile money, eux, ils sont dans les banques. Ça rend notre système, en fait, difficile. Bon, c'est vrai qu'on a l'UEMOA, mais l'UEMOA, c'est petit. Alors, tu vois, on a notre union monétaire, on peut transacter entre nous, c'est vrai, mais dès que tu veux sortir de ta zone, c'est compliqué. Si tu n'es pas un grand groupe qui a accès à des comptes bancaires, mais que tu es un petit business, c'est difficile. Les progrès sont plus lents dans la zone francophone, malheureusement. C'est une réalité. Les progrès sont plus lents. Je pense que la langue nous a un peu exclus. Beaucoup malheureusement, sur beaucoup de places. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Sur laquelle il faut qu'on travaille. Tout à fait. Sur cette note heureuse ou malheureuse
Une note heureuse parce que c'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est quelque chose qu'il faut créer. Et les choses vont de plus en plus vite. Oui, c'est vrai. J'étais à la BAD, aux Assemblées Générales de la BAD, et il y a une jeune entrepreneur qui est francophone qui est venue présenter son entreprise, qui a développé un système de credit scoring dans tout ce qui est élevage. Et elle arrive, avec la biométrie, à identifier des vaches et les propriétaires de vaches. Donc, pour te dire que on catch up. Oui, c'est ça. Petit à petit. Mais il ne faut pas rester à la traîne et il faut continuer. Alors, on passe au petit cadeau. Donc, ça, j'aime bien. Mais tu as été tellement gentil de venir répondre à nos questions. Donc, il faut qu'on te donne un petit cadeau pour te dire merci. Et surtout, que ce sont des cadeaux d'entrepreneurs africains. Parce qu'on fait la promotion des entrepreneurs africains. Donc, je commence par cette jeune dame qui fait des thés. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. Intimité. Alors, elle fait des thés. Tu peux ouvrir, hein. Oui. C'est avec que des produits locaux. Des plantes locales. Ivoirien Ivoirien, bon, africain, hein, je dirais. Le kenkeliba, tu peux. C'est un témoignage de notre. Oh là là, ah oui, j'ai déjà vu ces produits. Voilà. D'accord, oui. Donc tu as tout, et puis tu vois les différents noms et puis ce que ça, les vertus. J'avais goûté ça et j'avais trouvé ça excellent. Voilà, maintenant tu as toute une boîte pour toi. Surtout que j'aime bien le thé, c'est gentil. Voilà. Avec le miel qui est inclus aussi. Qui est avec. Ouais. Et là, c'est une collaboration, justement, sans parler de collaboration. Oui. Donc, c'est deux femmes qui ont collaboré, deux entrepreneurs, Adeba et Mayaka. Donc, Adeba, Adeba, tu connais, Linda Adeba, qui fait les produits pour la peau, les cheveux. Tout à fait. Et donc, elle a collaboré avec Mayaka. Mayaka qui fait tout ce qui est senteur, parfumerie. Ça, je connaissais pas. Voilà, et elles ont collaboré pour faire justement un produit, mais c'était pour la fête des mères d'ailleurs, donc tu tombes à pic. Sympa. Voilà, elles ont fait un coffret où tu as des crèmes. Des crèmes voilà. et des donc tu repars à Washington avec... Super, bien, et je ferai la publicité autour de moi. Je suis tellement fière de montrer des entrepreneurs. Absolument. Et surtout que maintenant, tu sais, on ne fait même plus la différence. Hein. Les packagings sont... Très vraiment bien. à niveau. Bientôt, on n'aura plus besoin de faire vraiment la promotion. Hein. Ça va se vendre tout seul. Oui. Et, en fait, je pense qu'il faut juste qu'on résout le problème de nos chaînes d'approvisionnement, la logistique, etc. Le coût qui reste encore très important. Trop élevé, voilà. Mais sinon, on a les produits. Tout à fait, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Issa. Merci, à très bientôt. Très agréable. Merci. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt. Africa.